Conseil national du patronat du Sénégal vous présente l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique développé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Les assises de l'entreprise organisées par le CNP les 13 et 14 février 2018 ont connu comme point d'orgue le symposium régional Business, relations État-secteur privé, sécurité des investissements, ouverture des marchés de la CEDEAO, enjeux, rôle et responsabilité des organisations patronales ouest-africaines. Cette manifestation se déroulait avec en toile de fond les candidatures pour l'adhésion du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie à la CEDEAO, avec une perspective d'ouverture des marchés de libre-échange, source d'inquiétude, pour ne pas dire d'hostilité, de la part de certains acteurs du secteur privé national. À l'occasion de notre émission d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir quels sont les enjeux liés à l'adhésion du Maroc et à la candidature d'autres pays au poste de membres actifs ou d'observateurs. Nous reviendrons dans ce cadre sur les déclarations du président du Conseil national du patronat, M. Baïdy Agne, et du Premier ministre du Sénégal, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, lors de la cérémonie d'ouverture. Et nous aurons l'occasion, avec M. Amadou Seck, membre du bureau exécutif du Conseil national du patronat, M. Jean-Marie Aka, président de la FOPAO, la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest, avec M. Jean-Antoine Diouf, directeur de l'intégration régionale, ainsi que M. Mbagnick Ndiaye, ministre de l'intégration africaine et du NEPAD, nous aurons l'occasion de voir quelles sont les implications liées à ces candidatures, quelles sont les règles prudentielles à mettre en place et quelle est la marche à suivre pour garantir les intérêts des pays fondateurs de la CEDEAO afin que les nouveaux arrivants ne partent pas avec la plus grosse part du gâteau. C'est donc le programme de l'entreprise citoyenne, l'impact de la candidature du Maroc à l'adhésion à la CEDEAO. C'est parti. Dans son allocution d'ouverture des assises de l'entreprise, le président du CNP, M. Baïdy Agne, a affirmé la position du secteur privé ouest-africain et les réserves émises quant à la candidature du Maroc. Écoutons son argumentaire. Notre CEDEAO, elle est si attractive qu'elle suscite tant d'intérêt de la majorité des pays de l'Union du Maghreb arabe. J'ai eu à dire à la présidente du patronat marocain, pourquoi même voulez-vous adhérer à la CEDEAO? Vous êtes déjà chez nous ici au Sénégal et dans notre région. Le secteur bancaire peut en témoigner, celui de l'assurance, du BTP et tant d'autres secteurs. Notre marché de la CEDEAO vous est déjà ouvert à l'investissement avec tous les avantages. Par contre, il est temps qu'on parle de réciprocité, de vos mécanismes de protection implicite et barrières non tarifaires. Le partenariat gagnant ne peut être qu'à sens unique. L'entreprise partage notre très grande fraternité avec les pays du Maghreb arabe. Mais les préalables sont là, et ils sont si nombreux, notamment la réalisation d'études d'impact approfondies sur le secteur productif, l'emploi, les recettes douanières, etc. Telle est la demande que notre président de la FOPAO a adressée à la commission de la CEDEAO suite à notre assemblée générale du mois d'octobre dernier. Mieux encore, interrogeons-nous, sont-ils prêts à abroger leurs dispositions constitutionnelles, juridiques et judiciaires, législatives et réglementaires nationales contraires à notre droit communautaire? Sont-ils disposés à accepter et rendre exécutoires les décisions de justice de la Cour de la CEDEAO? Quid de la nouvelle flexibilité de leur monnaie nationale, nouveau levier de compétitivité à l'exportation? Et enfin, de l'application du TEC
des règles d'origine, sans oublier la réciprocité dans les marchés publics, etc. Beaucoup d'interrogations auxquelles nous n'avons que très peu de réponses. Donc nos chefs d'État ont opté pour la prudence et ils ont raison. Quant à nous, nos assises nous offrent l'opportunité de partager les enjeux et perspectives de l'élargissement de la CEDEAO, mais aussi de prendre connaissance de l'état d'avancement de la zone de libre-échange continentale. Vos présences, Monsieur le ministre, à notre symposium régional honore l'entreprise et confirme cette nécessité de partager une vision commune État-secteur privé sur l'avenir économique de la CEDEAO. Membre du bureau exécutif du Conseil national du patronat, M. Amadou Seck, président de séance, a éclairé le point de vue du secteur privé et sa position quant à la candidature du Maroc, mais également à d'autres candidatures qui pourraient arriver avec en filigrane la zone de libre-échange continentale, la ZLEC. Notre symposium régional a pour but de permettre au secteur privé ouest-africain de mesurer les enjeux et perspectives ainsi que l'urgence de réaliser des études d'impact sur nos entreprises en cas d'ouverture du marché de la CEDEAO. Prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, ZLEC. Prendre connaissance et échanger sur la situation actuelle du climat des affaires et du contexte socio-politique en Afrique de l'Ouest. Sensibiliser les organisations patronales sur la bonne gouvernance stratégique et leurs responsabilités dans la sécurisation de l'investissement privé en Afrique de l'Ouest. Je ne reviendrai pas sur les interrogations soulevées par le président du Conseil national du patronat du Sénégal lors de la cérémonie d'ouverture des assises de l'entreprise. Mais je voudrais particulièrement insister sur les ajustements importants qui vont s'imposer à nos entreprises et à nos économies. En effet, il s'agit essentiellement de 4 types d'ajustements relatifs à l'ouverture de la CEDEAO aux pays du Maghreb et à la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Des ajustements fiscaux au niveau des finances publiques consécutifs à des pertes cumulées de recettes douanières. Malheureusement, il est à craindre un transfert de cette fiscalité de porte vers la fiscalité interne quand on connaît l'importance des recettes douanières dans le budget de nos États. Le financement des secteurs prioritaires tels que la santé et l'éducation. Soit en conséquence une pression fiscale plus forte au niveau de l'entreprise formelle pour compenser les pertes de recettes douanières. Des ajustements à l'export posant ainsi le problème de la mise à niveau de nos entreprises. La mise à niveau de l'ensemble de notre appareil productif ainsi que le financement de cette mise à niveau. Des ajustements à l'import pour les entreprises non compétitives. Soit il s'agira de restructuration d'entreprises, soit de fermeture d'entreprises ne pouvant faire face sans mesure d'accompagnement à une forte concurrence d'importation. Des ajustements sociaux touchant non seulement l'entreprise et le monde du travail, mais également nos institutions sociales. Ce qui signifie que sans amélioration significative de la productivité du travail dans notre région Afrique de l'Ouest, de sérieuses menaces peuvent peser sur l'emploi formel et la pérennité de notre système de protection sociale. C'est pourquoi le secteur privé attire l'attention sur l'importance de réaliser une étude d'impact au niveau régional. La dite étude d'impact doit être précise, car c'est elle qui peut nous permettre d'identifier les secteurs d'activité ainsi que les entreprises les plus exposées positivement et négativement. De définir le calendrier d'ouverture de notre marché communautaire, à savoir la suppression progressive des barrières tarifaires et non tarifaires. D'évaluer vos besoins pour l'augmentation de notre capacité d'offre à l'exportation, la mise à niveau de nos entreprises et notre système productif. Nos États ainsi
que les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA doivent rassurer le secteur privé ouest africain. Notre rencontre durant ces 2 jours doit également nous permettre de mieux nous impliquer et de mieux nous organiser. En effet, nous devons renforcer la concertation des organisations d'employeurs sur l'environnement communautaire des entreprises, mais également notre plaidoyer auprès de nos entreprises respectives, des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO pour l'amélioration du climat des affaires et la sécurisation de l'investissement privé. Pour ma part, je n'ai aucun doute que nos travaux seront mis à profit pour faire le point sur l'état de mise en œuvre des feuilles de route et les questions y afférentes. La manifestation s'est placée sous l'égide de la CEDEAO. Écoutons M. Jean-Marie Aka, président de la FOPAO, Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, permettez-moi de vous indiquer que la FOPAO est une institution régionale qui regroupe les organisations d'employeurs les plus représentatives des 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Elle constitue un cadre de coopération, de réflexion et d'assistance au sein d'une fédération sous-régionale constituée pour la défense des intérêts communs de ses membres. Il est bon de noter aussi que la FOPAO est une institution régionale d'employeurs à but non lucratif, apolitique et non confessionnel qui a pour mission, entre autres, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, d'œuvrer pour l'intégration économique régionale dans le cadre de l'UEMOA et de la CEDEAO, de mener des réflexions et d'être une force de proposition aux États sur les thématiques qui permettent au secteur privé régional, premier pourvoyeur de richesses et d'emplois, d'évoluer dans un environnement des affaires favorable au développement des entreprises et à la création de richesses et d'emplois. Les thématiques de ce symposium régional s'inscrivent donc directement dans la droite ligne des missions de la FOPAO et expliquent la quasi-totalité des membres de la FOPAO pour mener cette réflexion avec le CNP Sénégal sur les différents sous-thèmes retenus. La sécurité des investissements doit être assurée par nos États s'ils veulent que les investisseurs viennent dans nos pays et que les investissements directs s'accroissent pour créer les conditions idoines d'appui au développement de notre sous-région. Il faut donc leur proposer un environnement des affaires propice et favorable à la réalisation de leurs investissements. La demande d'ouverture du marché de la CEDEAO par de nombreux partenaires et pays qui veulent investir dans la région et même adhérer à la CEDEAO pose problème, et cela tant en termes de contraintes et peut-être d'opportunités, et nécessite indubitablement que des études d'impact fiables et complètes soient menées avant toute décision. C'est bien cette position que la FOPAO a prise lors de son assemblée générale des 26 et 27 octobre 2017 à Abidjan et qu'elle a officiellement exprimée en transmettant une déclaration en ce sens à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. La FOPAO affirme clairement aussi que nos organisations sont certes apolitiques, mais qu'elles doivent être des forces de proposition aux autorités politiques qui sont chargées de définir les politiques de développement ainsi que la réglementation afin d'assurer l'intégration régionale voulue par tous les membres de la CEDEAO, dont l'objectif est d'élever le niveau de vie des peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique de la sous-région et de contribuer à son progrès et à son développement économique et social, domaines dans lesquels le secteur privé doit pouvoir être la pièce maîtresse et jouer un rôle de premier plan. À la FOPAO, nous sommes convaincus que l'intégration régionale et l'application effective du schéma de libéralisation des échanges de la zone constituent des leviers efficaces
pour booster notre économie et que des efforts doivent être entrepris par nos États pour en faire une réalité. Tout en renouvelant au nom de la FOPAO et de tous ses membres ici présents nos sincères remerciements au CNP Sénégal pour la qualité de son accueil, c'est conscient et confiant en la qualité et en l'expérience des participants que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux du symposium régional. Je vous remercie de votre aimable attention. Enfin, M. Mbagnick Ndiaye, ministre de l'intégration africaine et du NEPAD, a procédé à l'ouverture officielle du symposium. Écoutons son intervention. C'est avec un plaisir particulier que je me joins à vous ce matin pour présider le lancement du symposium régional qui se tient dans le cadre de l'édition 2018 des Assises de l'entreprise. Votre thème, business relations, État secteur privé, sécurité des investissements, ouverture marché CEDEAO, enjeux, rôle et responsabilité des organisations patronales ouest-africaines est en soi révélateur de l'importance des enjeux multiformes et transversaux de cette rencontre. Il révèle également la complexité des rapports entre les différents acteurs économiques, l'État et les parties prenantes au niveau régional. Ce thème décline surtout la pertinence de redéfinir de manière précise la responsabilité de chacun de ces acteurs et les nécessaires complémentarités et articulations à établir entre eux pour promouvoir l'investissement dans notre espace régional en sécurisant ce dernier. C'est pourquoi je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, et du gouvernement, féliciter le Conseil national du patronat et la FOPAO pour l'organisation de cet événement. Je m'en réjouis d'autant plus qu'il s'agira, durant ces 2 jours, de procéder à une réflexion stratégique avec des experts de haut niveau, des chefs d'entreprise avertis sur des questions aussi cruciales que l'élargissement du marché de la CEDEAO et la création de la zone de libre-échange économique continentale, mais également le climat des affaires dans le contexte socio-politique mouvementé, entre autres thèmes. Au-delà de cette réflexion, l'intérêt de ce symposium réside dans l'opportunité qu'il offre aux entreprises de se mettre en réseau et de créer entre elles une dynamique de complémentarité au lieu de la farouche compétition qui caractérise souvent le monde des affaires. Le symposium se tient dans un contexte particulier où notre organisation communautaire, la CEDEAO, fait l'objet d'une grande attention et suscite un intérêt croissant. Cet intérêt pourrait s'interpréter par de belles performances de la CEDEAO, notamment en matière de libre circulation des personnes, domaine dans lequel plusieurs études ont confirmé le rôle leader de notre organisation en Afrique. Ainsi, plusieurs pays et organisations internationales souhaitent y adhérer avec un statut d'observateur ou nouer un partenariat avec elles. La demande d'adhésion du Maroc avait provoqué une clameur dans toutes les sphères de la vie socio-éducative du Sénégal et de la région. Des points de vue divergents, parfois passionnés, ont été exprimés, soutenant ou rejetant catégoriquement cette éventualité. La passion des débats est à la hauteur des enjeux qui entourent la question. Les craintes et les inquiétudes sont tout à fait légitimes, mais cette question devrait être analysée avec froideur, sans passion, ni parti pris, encore moins avec une réaction de rejet systématique. Son examen devrait, en toute sagesse, considérer les implications juridiques,
politico-diplomatique, économique, social et culturel, mais aussi sécuritaire, c'est-à-dire dans une perspective multidimensionnelle et plurisectorielle. L'on se demanderait ainsi quelle serait la plus-value d'une adhésion du Maroc à la CEDEAO et de l'élargissement de l'organisation à d'autres membres. Première question. Deuxième question, la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, et les États membres individuellement, ont-ils défini des stratégies communautaires ou nationales pour accommoder un tel poids lourd de l'économie? Quelles seraient les conséquences sur nos économies respectives, ainsi que sur la structure institutionnelle de la CEDEAO? Quid d'une démarche graduelle? Voici autant de questions de fond, parmi tant d'autres, qui méritent des réponses affinées, mais surtout concertées, inclusives, adossées à des études d'impact rigoureuses. En tout état de cause, une partie de ces réponses doit provenir du secteur privé, qui subira ou profitera en premier lieu des retombées négatives ou positives de ces décisions hautement politiques. Toutefois, ces réponses ne doivent pas être motivées par une pure attitude protectionniste, qui serait un vain réflexe dans le contexte de mondialisation marqué par une vive compétition devenue inévitable. Même si vos deux tableaux sont différents, le processus de création de la zone de libre-échange continentale démontre que nos entreprises ne seront plus seules. Si ce fut jamais le cas d'ailleurs, plus le marché s'élargira, plus grande sera la concurrence. D'où l'importance pour nos entreprises de se mettre perpétuellement en cause et de trouver les stratégies opérantes pour relever les défis de la concurrence. Bien entendu, l'État jouera son rôle de régulateur, de facilitateur pour permettre à notre secteur privé de se mettre à niveau afin de pouvoir faire face à la concurrence. Je suis confiant que ce symposium explorera des solutions innovantes et réalistes pour répondre efficacement aux nombreuses préoccupations que nous partageons tous. Voyons à présent quelles sont les implications pratiques de la candidature du Maroc et d'autres pays à intégrer la CEDEAO. Monsieur Jean-Antoine Diouf, directeur de l'intégration régionale, nous explique dans quel contexte ces candidatures se présentent. En introduisant le thème intitulé « Les enjeux et perspectives de l'élargissement de la CEDEAO », j'aimerais faire d'abord un petit rappel du processus. L'un des points de départ, c'est lorsque Sa Majesté le Roi a notifié au président de la conférence de la CEDEAO la volonté du Royaume du Maroc d'adhérer à la CEDEAO en février 2017. Et les chefs d'État s'étaient penchés sur cette question à Monrovia en juin et avaient donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc. À ce sommet aussi, les chefs d'État s'étaient penchés sur la question de l'accord d'association entre la CEDEAO et la Mauritanie, ancien membre de la CEDEAO, il faut le rappeler. Cet accord d'association qui découle d'une instruction qui a été donnée par la conférence au sommet de Yamoussoukro en 2014. Et durant le sommet de juin 2017, la conférence avait demandé à la Mauritanie plus ou moins de revenir à la maison. Et se prononçant sur la question du statut d'observateur, la conférence avait décidé d'octroyer le statut d'observateur à la Tunisie. Alors, ça veut dire que nous sommes sur trois cas de figure distincts. Il y a un accord d'association d'une part avec la Mauritanie, une demande de statut d'observateur avec la Tunisie, mais la question qui a suscité le plus d'engagement, le plus de passion en tout cas, c'est la demande d'adhésion du Maroc. Et pour un peu circonscrire le sujet, on va peut-être
proposé d'apaisantir notre réflexion sur la demande d'adhésion du Maroc, parce qu'en l'espèce, si on fait le lien avec le sujet, l'élargissement, je pense que c'est surtout ceux qui ont émis le souhait de venir être membres de plein exercice, même si on sait que ceux qui ont demandé le statut d'observateur ont certainement pour ambition de venir rejoindre par la suite, en attendant peut-être l'issue, en tout cas à quelle sauce sera mangé le Maroc entre guillemets. Examiner les défis et perspectives de l'élargissement de la CEDEAO revient à répondre à un lot d'interrogations. Et la première, c'est pourquoi ont-elles intérêt pour la CEDEAO? Pourquoi ces États, ceux qu'on a cités et ceux aussi qu'on n'a pas cités, parce qu'il y a d'autres pays comme la Turquie qui ont émis le souhait d'avoir un accord de libre-échange. La Chine également est intéressée par la CEDEAO. Donc pourquoi tous ces États ont un intérêt pour la CEDEAO? Quelles seraient les implications d'une adhésion ou d'un élargissement de la CEDEAO à d'autres États membres, à d'autres partenaires? Quelle serait la plus-value de ces pays-là et vice-versa? Et dernièrement, quelle lecture devrait-on faire de la décision du 52e sommet? Et enfin, la dernière question, quelles leçons tirer de ce feuilleton entre guillemets? D'abord, commencer par une précision. La demande d'adhésion du Maroc n'est pas une première dans l'histoire de la CEDEAO. Il faut se rappeler que le Tchad avait déjà effectué cette demande-là. Et la conférence des chefs d'État avait gentiment décliné en disant que le Tchad ne faisait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, que le Tchad faisait partie de l'Afrique centrale. Donc on se demande alors pourquoi, lorsque le Tchad a fait la demande, il n'y avait pas autant de passion, et maintenant que le Maroc fait la demande, ça a suscité un véritable engouement. Mais nous y reviendrons par la suite. Donc pour répondre à la première question, pourquoi l'intérêt pour la CEDEAO? Cela pose la question de l'attractivité de la CEDEAO. La CEDEAO est extrêmement attractive parce qu'elle est une puissance économique. Figurez-vous qu'avec 320 millions d'habitants, avec 2/3 d'une population de jeunes, donc une force de main-d'œuvre puissante en avenir, un taux de croissance assez dynamique. Nous avions l'un des taux de croissance les plus dynamiques en Afrique tout dernièrement. Malheureusement, avec Ebola et la chute des cours de pétrole, il y a eu un léger recul. Mais en 2017, il est prévu une croissance de 3,4%, avec vraiment des pays qui s'illustrent particulièrement dans ce domaine-là, comme le Ghana, comme le Sénégal. Pourquoi aller chercher ailleurs? Également comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre autres. Il y a beaucoup de pays qui ont cette croissance très dynamique. Nous avons aussi un PIB régional de 734 milliards de dollars. Et la CEDEAO constitue la 25e puissance économique mondiale. Elle abrite en son sein la première puissance économique du continent, qui est le Nigeria. Le Nigeria qui, à lui seul, concentre près de 30% du PIB de l'Afrique. Ce qui veut dire que véritablement, nous sommes assis sur une mine d'or. Et je fais le lien avec les ressources minéralières, parce que nous avons en notre sein vraiment des pays, à la limite des incidents géologiques, comme on dit. Vous avez en Guinée vraiment beaucoup de ressources minières et minéralières. Nous avons aussi la CEDEAO attractive parce qu'elle est aussi une puissance politique et diplomatique au sein de l'Union africaine. 15 pays quand même, avec un membre permanent du Conseil de paix et de sécurité, qui est le Nigeria. Au niveau des Nations Unies aussi, la CEDEAO, elle est très présente dans le groupe ACP, n'en parlons pas. Et enfin, en termes d'intégration aussi, une région, une zone de libre-échange performante avec un schéma de libéralisation des échanges qui est assez performant, même si on pourra y revenir, il y a quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Mais enfin, si on fait le parallèle avec d'autres régions comme la CEAC, où véritablement ils n'ont pas encore franchi la première étape, surtout par rapport à la libre circulation. Tout récemment, ils avaient ratifié le protocole sur la libre circulation, mais avec la situation politique en Guinée équatoriale, cela risque d'être remis en cause. Pour vous dire que si on se compare à d'autres régions, véritablement, on est très performant sur le plan de l'intégration, même si on décline cela en termes d'intégration des infrastructures, il y a beaucoup d'avancées, en tout cas beaucoup d'efforts à faire.
Vous êtes bien sur l'entreprise citoyenne, le magazine du Conseil national du patronat du Sénégal en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Ne quittez pas. L'intégration du Maroc n'est pas sans impact sur le tissu économique de la région et sur les entreprises de la CEDEAO. Voyons quelles sont les incidences. Alors, quelles seraient les implications d'une adhésion du Maroc? D'abord, sur le plan juridique, il faudrait rappeler que contrairement au traité de 1975, le traité révisé ne parle pas d'adhésion. Mais si on fait l'exégèse un peu des textes internationaux, surtout la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est dit spécifiquement qu'une obligation naît pour un État tiers d'une disposition du traité si les parties originaires à ce traité ont entendu créer l'obligation et si l'État tiers accepte expressément par écrit cette disposition et entendait par là aussi de se conformer à tout le dispositif législatif et normatif qui existe. Donc ça veut dire que quelque part, il va se déshabiller de ces dispositifs internes s'ils sont contradictoires aux dispositifs de l'organisation à laquelle ce pays-là souhaitait adhérer. Donc la conséquence qui en découle, c'est que la CEDEAO peut s'élargir au Maroc et à tout autre pays africain si les deux parties en conviennent. Cela nous amène à nous poser des interrogations sur la question du critère géographique, parce qu'on a entendu certaines positions que nous respectons beaucoup, dire que voilà, le Maroc ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, donc ne peut pas être membre, il n'y a pas une continuité géographique, mais si on se réfère d'abord au texte de l'Union africaine, parce que quand même nous sommes dans un cadre intégré, il y a des liens entre le niveau continental et le niveau régional. Il y a une résolution de l'Union africaine de 1976 du Conseil des ministres qui divisait le continent en 5 zones. Et partant, le Maroc faisait partie de la zone nord, qui est devenue par la suite l'Union du Maghreb arabe. Ça, c'est l'OIA. Mais après, l'Union africaine, héritière de l'OIA, a, dans le cadre de la rationalisation des CER en Afrique, décidé de créer 8 CER. Donc, on dépasse largement les 5 zones qui ont été initialement prévues. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une contradiction au niveau même continental. Et si on se réfère aussi à la pratique des CER, en prenant l'exemple de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAT, vous avez environ 27 pays, je pense qu'ils étaient 28, le Kenya est parti, donc environ 27 pays du Maroc aux Comores. Et vous avez dans l'intervalle des pays qui sont membres, d'autres qui ne le sont pas. Vous prenez l'exemple du COMESA aussi. Je pense bien que le Lesotho est membre. Le Lesotho qui est dans l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas membre. Vous prenez toujours ce COMESA qui veut s'élargir à la Tunisie. Je pense qu'ils sont très bien avancés. Pour vous dire que vraiment ce critère géographique-là pour éliminer le Maroc, je ne dirais pas que ne tient pas. Ce n'est pas très diplomatique. Voilà, pour aborder la question politique, diplomatique et sécuritaire. La transition est toute trouvée. Il faut rappeler que dans un premier temps, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient prononcés favorablement pour l'intégration du Maroc, suite à des réserves émises par différentes composantes du tissu économique et social des pays, notamment le secteur privé et la FOPAO. Il a été décidé d'attendre, et donc il y a des études d'impact qui sont en cours et qui vont déterminer un certain nombre d'éléments. Examinons avec M. Jean-Antoine Diouf les avantages de l'intégration du Maroc au sein de la CEDEAO. L'adhésion du Maroc pourrait vraiment augmenter l'influence de notre région sur le plan politico-diplomatique. Je l'ai dit tantôt au niveau de l'UA et de l'ONU. Et le Maroc pourrait véritablement en tirer profit dans le cadre du dossier du Sahara occidental en trouvant des soutiens de taille, soutiens qu'il a déjà. Nous pourrions avoir aussi nos capacités militaires renforcées substantiellement parce que le Maroc quand même c'est une puissance militaire. En termes de renseignement également, ça peut être très bénéfique en termes de lutte contre le terrorisme et en termes aussi de sécurité maritime. Également le soutien aux opérations de maintien de la paix qui sont très coûteuses. Parfois la CEDEAO est obligée de recourir à des partenaires comme l'Union européenne pour financer ces opérations-là. Le Maroc, son adhésion peut nous aider véritablement à aborder mieux cette question de financement. Parce que vous le savez, la CEDEAO a son mécanisme de financement qui est le prélèvement communautaire. Donc l'adhésion d'un poids lourd de ce type-là peut véritablement nous aider sur la base de la collecte du PC
pour nous aider à renforcer notre assise financière. Et enfin, la sphère d'influence du Maroc se retrouverait vraiment élargie à travers le concept qu'on appelle le nord-ouest africain qui va de Tanger au Nigeria, au sud du Nigeria. Le dernier point sur les implications, je sais que c'est celui qui vous intéresse le plus, c'est sur le plan économique. Et là, nous allons nous référer à l'étude d'impact qui a été formulée par la CEDEAO avec l'assistance des Nations Unies, le bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette étude a révélé que, d'abord, sur le plan de la convergence macroéconomique, le Maroc respecterait, d'après cette étude-là, la plupart des critères de convergence. Seuls 2 sur 6 de ces critères-là ne seraient pas respectés, en tout cas si on se réfère à l'année 2016 et durant les années précédentes. Et c'est ces critères-là que le Maroc n'aurait pas respecté en l'état actuel des choses, ou bien en 2016, situation de référence, c'est le ratio dette-PIB et le déficit budgétaire. Mais l'étude dit toujours que les tendances n'indiquent pas des risques majeurs sur l'économie marocaine. Sur le plan de la monnaie unique, on constate d'abord que le Maroc, à travers ses banques, est très présent dans les régions. Et à travers ces banques, naturellement, le Maroc participe substantiellement au financement des économies ouest-africaines en termes d'accès au crédit, en termes d'augmentation du taux de bancarisation et en termes de mobilité financière. Sur le plan du commerce et de l'investissement, vous le savez, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, très présent dans le secteur des banques, dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur des BTP, avec un PIB de 100,4 milliards en 2015, cumulé au PIB de la CEDEAO, qui est de 735. Notre région serait vraiment parmi peut-être les 20 premières puissances au monde. Je pense qu'on parle même de 16e, juste après la Turquie, d'après certaines études. Et cela pourrait véritablement être une opportunité, une aubaine pour le secteur privé ouest-africain, le secteur productif ouest-africain, en ce sens que nous pourrions, ou vous pourriez, parce que c'est vous, nous sommes du côté de l'administration, vous pourriez véritablement profiter de la technologie du Maroc, de son expertise, de ses capacités financières. L'Afrique de l'Ouest aussi pourrait, tout ça c'est au conditionnel, profiter de certains projets d'envergure. Je parlais tantôt du volet infrastructurel, avec le projet gazoduc reliant le Maroc au Nigeria, long de 4000 km, et qui pourrait nous permettre, tous les nouveaux pays qui ont découvert le gaz, de pouvoir exporter vers l'Europe. Alors, sur le plan des échanges commerciaux, d'abord, il est constaté une baisse des exportations du Maroc vers l'Union du Maghreb arabe. Et là, ça décline véritablement l'une des raisons pour lesquelles le Maroc veut venir sur la frange sud. Parce que du côté de l'Union du Maghreb arabe, il n'y a pas beaucoup d'opportunités véritablement, compte tenu des liens politiques assez tendus avec le voisin, l'Algérie. Donc, du point de vue économique, les perspectives sont plus ou moins, je ne dirais pas sombres, mais en tout cas, elles ne sont pas aussi dynamiques qu'elles ne pourraient l'être vers la frange sud. D'autant plus qu'au niveau du nord aussi, avec l'Europe, il y a peut-être quelques lenteurs du point de vue du dynamisme économique. Donc l'étude fait ressortir que les importations marocaines en provenance de la CEDEAO ont diminué, passant de 289 millions à 88 millions de dollars, en déclin, au moment où du côté inverse, il y a une augmentation des produits marocains vers l'Afrique de l'Ouest. Toute médaille ayant son revers, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est également source d'inquiétude, pour ne pas dire d'hostilité. Quelles sont les réserves qu'on peut avancer? Alors, quelles sont les difficultés qu'on entrevoit dans le cadre d'une éventuelle adhésion du Maroc? D'abord, le fait que le Maroc est parti à plusieurs accords commerciaux peut constituer une difficulté, en ce sens qu'il y aura naturellement des contradictions et les négociations pour assurer une conformité de ces engagements-là avec les engagements régionaux peuvent prendre du temps. Également, les difficultés qui sont envisagées, c'est par rapport aux tarifs extérieurs. Comment? Par rapport à l'accord l'APE, par rapport aux négociations sur la zone de libre-échange qui est en cours. Également par rapport au schéma de libéralisation des échanges, donc la question des produits originaires.
Donc tout cela constitue des interrogations. Également la question des droits de douane, parce qu'il faudra se pencher très sérieusement. Et cela m'amène à aborder la dernière partie de mon intervention, c'est quelle lecture faire de la décision du 52e sommet. D'abord, il a été créé, je le rappelle, un comité composé de 5 pays. Et parmi ces 5 pays, vous pourrez tous voir le communiqué final, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, qui sont réputés peut-être hostiles, en tout cas son secteur privé fortement hostile à l'adhésion d'un nouveau membre. Il y a aussi le Ghana qui est assez prudent, même lors des discussions sur la question. Et ce comité-là est doté d'un mandat. Donc cela veut dire implicitement qu'en prenant l'accord de principe, peut-être que les conditions n'étaient pas encore réunies. En tout cas, le chemin n'était pas clairement balisé. C'est pour cela que maintenant on donne à ce comité-là un mandat pour réfléchir sur les conditions d'adhésion, d'octroi du statut d'observateur et sur la question de la République de Mauritanie. Et le rapport lui-même, il dit que faute de temps, les experts n'ont plus se pencher sur certaines implications par rapport aux recettes pour chaque État membre, étant donné que la plupart de ces États-là ont un budget basé sur des taxes. Cela veut dire qu'il faudrait nécessairement examiner minutieusement cette question. Comment, à travers des études d'impact rigoureuses, quelqu'un l'a dit, comment, en consultant le secteur privé, le ministre l'a si bien dit, une partie de ces réponses-là proviendra du secteur privé. Comment aussi en recueillant les avis des populations, parce qu'on a le sentiment aussi que c'est un débat très économique, on s'appesantit beaucoup sur les questions économiques qui sont essentielles, mais aussi je pense que l'adhésion des populations, leur point de vue, surtout à l'ère où nous parlons de la CEDEAO des peuples, est quelque chose aussi de très important à recueillir. Et aussi il y a une autre dimension qui, à mon avis, devrait être bien appréhendée, c'est la question de la libre circulation et des migrations. Parce que les frontières de la CEDEAO vont bouger jusqu'à la Méditerranée. Donc nous serons voisins de l'Europe. Devant la crise migratoire qu'on a vécue tout récemment, comment est-ce qu'on va agir, en tout cas, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à cette problématique de la libre circulation. Et pour terminer, je pense que l'un des maîtres mots, c'est l'inclusivité et la concertation. Parce qu'il va de soi qu'il n'est de l'intérêt d'aucune de ces parties-là d'essayer intentionnellement ou non de duper l'autre. Parce qu'au final, s'il y a vraiment une chute d'une économie, l'autre partenaire très lié à elle en subira les conséquences. La direction de l'intégration régionale semble dire oui mais à l'intégration du Maroc, position qui continue d'effrayer un certain nombre d'opérateurs économiques. Un chef d'entreprise a bien voulu donner son point de vue sur la question. Permettez-moi de résumer très rapidement 2 points. Le premier point, c'est que si on fait ce que le Maroc veut, c'est-à-dire commencer par la zone de libre-échange, sans lever les contraintes et les distorsions de concurrence, ne donne pas cher de notre peau. Zone de libre-échange, ça veut dire laisser passer les produits sans droit de douane, sans lever les distorsions de concurrence. Le Maroc a des subventions, le Maroc a des accords commerciaux bilatéraux qui lui permettent d'avoir des matières premières au taux zéro. Nous interdisons les subventions. Nos accords bilatéraux sont devenus caducs. D'autres contraintes telles que la libre circulation, vous en avez parlé. Libre circulation, on ne s'arrête pas à la libre circulation. Le jour où le Maroc sera membre, il y aura le droit d'établissement qui permet aux professions libérales de s'installer et le droit de résidence qui permet aux travailleurs du secteur privé d'aller travailler au Maroc. Donc, ça, c'est des choses fondamentales. L'autre chose, Monsieur le Président, si on demande au Maroc de lever toutes les distorsions avant d'entrer, je dis que c'est le Maroc qui ne viendra pas. Parce que si on dit au Maroc de renoncer à ses accords commerciaux, d'aligner son tarif extérieur commun sur celui de la CEDEAO, pour finir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, moi je trouve que la CEDEAO n'a même pas encore achevé son intégration économique. Rappelons-nous que pendant 30 ans, la CEDEAO ne s'est pas occupée
occupé de questions économiques ou pas très bien occupé de questions économiques. Le texte de la CEDEAO n'en est pas encore un, parce qu'il y a des États qui ne l'appliquent pas, parce que sur des lignes, les États peuvent se permettre de fixer les droits qu'ils veulent. Donc nous n'avons pas encore de tarif extérieur commun. Notre zone de libre-échange, 10% d'échange et avec des entraves. Demandez aux cimentiers sénégalais, il y a des pays où ils ne peuvent pas exporter. Demandez aux pêcheurs sénégalais, il y a des pays de la CEDEAO où des droits de douane sont perçus sur des produits venant du Sénégal. La CEDEAO n'a pas encore levé toutes ces contraintes qu'elle entre dans un cycle d'absorption de pays qui se sont préparés depuis longtemps, disons des choses telles quelles. L'arbitrage sur cette question revient finalement au chef d'État. Voyons la position du Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui, lors de son allocution, lors de la cérémonie d'ouverture des assises de l'entreprise, a tenu à préciser que l'État du Sénégal était potentiellement favorable, mais en toute responsabilité et après une mesure exhaustive des impacts et des prérequis pour que l'ouverture ne se fasse pas au détriment des États fondateurs. Monsieur le Premier ministre. Notre région Afrique de l'Ouest est attractive. Elle dispose d'un fort potentiel économique et suscite par conséquent de nouvelles demandes de coopération et d'adhésion de la part de pays frères comme le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, qui en faisaient partie et qui en étaient sortis et qui veut revenir. Il faudrait s'en féliciter. Toutefois, Monsieur le Président, vous l'avez dit, je voudrais rappeler ici la décision de nos chefs d'État lors du sommet de la CEDEAO le 16 décembre 2017, demandant à la Commission d'en mesurer ce retour ou cette entrée, c'est selon, d'en mesurer quantitativement et qualitativement les impacts. N'oublions pas toutefois que nos États sont avant tout soucieux de développement socio-économique, c'est-à-dire de davantage d'investissements productifs, de plus de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons besoin en effet de construire une économie régionale intégrée, forte et compétitive. Et cela, nous ne pouvons le faire sans notre secteur privé régional. Les études d'impact de la CEDEAO nous indiqueront les orientations à prendre en privilégiant toutefois les intérêts de notre région et du secteur privé régional. Cependant, il est important que ce secteur privé régional étaye ses préoccupations. Vous venez d'en citer quelques-unes qui retiennent toute notre attention. Il est souhaitable, je disais, que le secteur privé régional s'organise dès à présent pour prendre part aux réunions techniques qui pourraient être nécessaires avec la commission de la CEDEAO. Nous avons pour notre part un peu d'expérience. Je me souviens de la création de l'UEMOA. Donc je pense que c'est de tels schémas avec des équipes mixtes, État, gouvernement, secteur privé, qui devraient prendre cette question avec un comité des mandats comme ça se faisait, avec une position commune, et que ce dossier ne doit pas être comme ça traité à la légère. Ce n'est pas une affaire seulement de politique, c'est une affaire d'étude d'impact pour voir quelle est la vraie conséquence de l'ouverture de nos frontières à des pays frères, certes, mais des pays qui ont un différentiel de compétitivité par rapport à notre zone. Je voudrais rappeler toutefois qu'au-delà de la CEDEAO est également en chantier l'important projet de la ZELEC, la zone de libre-échange continentale. Et je pense que c'est cette année qu'il est prévu, c'était même 2017. Et le prochain sommet de l'Union africaine doit être justement sur la ZELEC, un sommet spécial avec le président Kagame en mars prochain. Donc ZELEC,
c'est également un chantier et ça arrive. Il y a des choix à faire et une vigilance à renforcer. En effet, il ne saurait être acceptable que le commerce intra-africain continue de ne représenter que 13% du commerce total continental et qu'au niveau de la CEDEAO, les échanges intracommunautaires ne représentent que 10% des importations globales de la région. La voie, c'est la ZELEC, mais à quel prix, je dirais. C'est pourquoi je voudrais inviter les chefs d'entreprise ouest-africains à faire plus de joint ventures, à mutualiser leurs capacités techniques et financières pour l'émergence de grandes multinationales régionales. Nous pouvons nous réjouir déjà d'en disposer de telles multinationales régionales dans le secteur des services, notamment financiers. C'est ainsi que notre secteur privé régional pourra faire face et tirer le meilleur profit de la régionalisation et de la mondialisation. Voilà donc, le débat reste ouvert sur la question. Nous attendons avec impatience et intérêt les études d'impact et nous pourrons en reparler lors d'une prochaine émission car le débat reste ouvert. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission L'entreprise citoyenne. Le Conseil national du patronat et la Fondation Konrad Adenauer vous remercient pour votre attention et vous fixent rendez-vous pour la suite du programme.